Bonjour, je suis Sylvie Vincent, directrice du musée de l'Ancien Évêché, qui est l'un des 11 musées du réseau du département d'Isère. Donc ici, vous êtes dans un lieu fort patrimonial, historique, puisque dans l'ancien palais des évêques. Et c'est un lieu qui est important, avec au sous-sol l'ancien baptistère qui a été construit à la fin du IVe siècle, où l'évêque baptisait les premiers chrétiens, ainsi que les vestiges du rempart gallo-romain. Et puis dans les étages, vous trouvez une histoire des femmes et des hommes qui ont construit, façonné l'histoire du département d'Isère. L'exposition s'intitule Terrasse 4 générations de guides photographes. Donc nous sommes sur 4 personnes, des pères en fils, pendant 4 générations, pendant 150 années. Ce sont des guides de haute montagne, également photographes, qui ont marqué l'histoire de la photographie de montagne depuis les années 1860 jusqu'aux années 2000. Et les 4 terrasses sont des figures iconiques en matière donc de photographie de montagne chez les professionnels donc de la montagne, car on prétend qu'ils ont le regard absolu sur la montagne et qu'à travers leur regard, c'est vraiment un regard universel sur ce milieu montagnard qu'ils nous offrent. Joseph Terrasse, c'est le premier de la dynastie et dès 1851, il va être guide de haute montagne. Donc nous sommes à Chamonix, nous sommes dans la vallée de Chamonix. Les Terrasses vont vraiment faire leur terrain donc, de jeu de ce territoire et notamment donc, le Mont Blanc. Donc Joseph Terrasse, c'est sans doute au contact donc, de cette riche clientèle anglaise qui vient donc, à Chamonix à la fin du seconde moitié du XIXe siècle pour s'adonner au plaisir de l'alpinisme, qu'il va s'intéresser à la photographie. Il va acquérir une chambre photographique et va être dans les premiers donc, à réaliser des photographies de montagne. Comme il est guide de haute montagne, il commence à monter haut. Il sera aussi dans les premiers à réaliser des photographies depuis le sommet du Mont Blanc. Et puis, il va réaliser des photographies totalement insolites pour cette période, comme les photographies qui sont derrière moi, qui ont été prises dans les séracs des glaciers. Là, nous sommes à la jonction, qui est le point de rencontre entre les glaciers de Taconaz et des Bossons. Et on peut imaginer combien ces photographies, ces vues qui sont complètement insolites, inconnues, pouvaient marquer donc effectivement les esprits à cette époque-là, puisque c'était des paysages complètement inconnus. Alors on l'appelle Georges I parce qu'il y aura un Georges II. Donc Georges I, c'est le fils de Joseph et il va prendre la suite donc, de son père dans l'entreprise familiale en étant également guide de haute montagne, photographe, et également donc propriétaire du studio photographique que Joseph avait créé. Joseph était un autodidacte de la photographie. Georges I, lui, va aller se former auprès d'un photographe portraitiste qui est connu, qui est Pierre Petit et qui est un ami de Nadar. Et Georges I va revenir avec un solide bagage donc, au niveau technique. Lui va continuer à faire des photographies dans les glaciers, dans les séracs. Ces photographies montrant des touristes en train de chevaucher donc des séracs sont très connues, mais il va également réaliser de très beaux portraits de guides notamment donc de haute montagne, où l'on voit toute la technique qu'il a acquise lors de sa formation. Ce qui est intéressant aussi dans Georges I, c'est qu'il va vraiment se placer aussi comme un photoreporter. C'est-à-dire qu'il va balader son objectif, si je puis dire, son appareil photo dans les rues de Chamonix, et il va montrer toute cette haute société anglaise, donc montrer les premiers jeux aussi, des jeux d'hiver, donc les premiers sports d'hiver, avec notamment des représentations, figurations de patinage,
de ski. Donc il est en montagne, il adore la montagne bien sûr. Il est on le qualifie de photographe alpiniste, c'est-à-dire qu'il va dans des endroits complètement aussi qui peuvent être dangereux. Et puis en même temps, il va brosser vraiment un portrait très intéressant de la société à Chamonix à cette époque. Alors Georges II, il prend la suite de Georges I, donc, qui est son père. Alors, il n'était pas du tout destiné à être photographe. Et en fait, ses deux frères aînés vont mourir à la guerre, la Première Guerre mondiale. Et lui, donc, il démarre une formation, donc, des études de médecine. Et puis, à la mort de ses deux frères, il rentre et il va donc continuer la suite de l'aventure, donc, en reprenant l'aventure photographique. Georges II, c'est vraiment celui qui, à mon sens, va véritablement sublimer la montagne, va lui donner toute une dimension poétique, tragique. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la technique, donc il va jouer avec les lignes, avec les masses, avec les blancs, les noirs. Et puis, c'est lui c'est le photographe des grandes ascensions, c'est-à-dire il va suivre un Gaston Rébuffat, un Roger Frison-Roche, qui sont des grands alpinistes de cette époque-là. Et avec ces alpinistes, il va aller dans des endroits qui sont, là encore, méconnus, inconnus, et qui vont permettre en fait à Georges II de réaliser des choses complètement incroyables. Je vous ai dit que les terrasses ils sont liées au territoire de Chamonix, au Mont Blanc. Il y a un lien entre leur photographie et notre territoire, l'Isère et Grenoble, puisque très vite, leurs photographies vont être publiées dans des magazines, dans des ouvrages. Ils vont eux-mêmes publier des ouvrages et des ouvrages édités aux éditions Artaud, qui est un éditeur grenoblois, dont la librairie existe toujours, donc en centre de Grenoble, et qui a été l'un des premiers éditeurs d'ouvrages donc, sur la montagne. Donc le dernier, c'est Pierre qui est le fils de Georges II et qui est sans doute le photographe terrasse qui est le plus connu dans cette fratrie, puisque l'esthétique donc de la photographie de Pierre Terrasse imprègne vraiment encore aujourd'hui l'esthétique de la photographie de montagne. Donc lui, il est formé donc dans de grandes écoles en matière donc de photographie et d'audiovisuel. Il va prendre la suite de son père et c'est lui qui donne une dimension, alors lui, plutôt sacrée, c'est-à-dire sacrée à l'image, où là, la frontière entre, on va dire, le ciel, les sommets n'existe pas. Il dit que les meilleures photos sont celles qui donnent donc du rêve. Il a vraiment tout un discours donc du sacré, dimension spirituelle autour de la photographie. C'est aussi celui qui va se frotter, si je puis dire, à la couleur. Et ce n'est pas une mince affaire quand on est en montagne, puisqu'il le dit que quand on est en montagne, on a un environnement qui est monochrome. Et lui va devoir, avec son appareil photo, attendre de longues heures en montagne pour capter l'éclairage qui va lui permettre vraiment de révéler ce qu'il a pensé en amont. Voilà. Donc la photographie en couleur n'est pas facile. Il ne va pas pour autant abandonner le noir et blanc, donc il continuera. Et c'est quelqu'un aussi, comme son père, qui va faire donc du cinéma, et notamment on en présente une version entre ciel et terre, donc avec notamment Gaston Rébuffat comme un acteur principal.
Voilà, si vous voulez poursuivre l'exposition, ben, je vous conseille voilà, l'acquisition de ce petit ouvrage que l'on a édité. C'est une édition maison, une édition du département voilà, de l'Isère, où là vous retrouvez l'essentiel des photographies qui sont présentées donc, dans l'exposition. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette visite guidée au musée de l'Ancien-Évêché. Je vous rappelle que le musée de l'Ancien-Évêché fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère, qu'il est gratuit, quelle que soit l'année. Et si vous voulez être au courant de toute l'actualité, des informations, eh bien, je vous invite à consulter le site internet musée avec un s.isère.fr. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.